Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim, et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, comme chaque semaine, on va passer plusieurs sujets en revue avec vous, des sujets d'actualité internationale et principalement d'actualité israélienne cette semaine. On parlera d'ici un instant un peu de sport, mais aussi d'une polémique entre deux judokas, un Israélien, un Égyptien. On parlera également de la communication de Benjamin Netanyahou qui est très présent sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord Stéphane, nous allons revenir sur une nouvelle histoire de corruption. Ce n'est pas une ONG internationale comme World Vision la semaine dernière. Cette fois, on parle carrément d'un travailleur de l'ONU à Gaza, un certain Borch, qui aurait détourné des camions en direction le Hamas à Gaza. Alors Stéphane, il y a une question de timing entre ces deux affaires successives. Est-ce qu'on peut imaginer que du côté israélien, on a gardé ces deux affaires pour les publier presque en même temps, pour mettre la pression sur les Palestiniens ? Non, on a gardé ces deux affaires parce que l'enquête arrive à son bout, parce qu'il y a sûrement d'autres enquêtes du même genre en route, mais on va peut-être dire en mots ce qui s'est passé avec l'ONU. C'est donc cet ingénieur, Waïd Borch, un personnage de 38 ans, qui travaille pour le PNUD, l'organisation de l'ONU qui est responsable des activités de construction à Gaza. Et ce qu'on lui reproche, ce que l'acte d'inculpation affirme, c'est qu'il a fait en fait deux choses. D'abord, il a détourné des camions de l'ONU pour construire une jetée dans le port militaire du Hamas. Et ensuite, Jim, il aurait donné la priorité dans la reconstruction des quartiers de luxe dans lesquels habitent justement les dirigeants du Hamas à Gaza. Alors voilà ce dont il est accusé. Il y a donc un acte d'accusation qui a été établi à son encontre. Je pense que c'est surtout une nouvelle page qui s'ouvre, une nouvelle page dans laquelle Israël s'occupe non seulement des terroristes qui tirent des roquettes sur son territoire, mais également de cet autre aspect des gens qui soutiennent, qui permettent l'existence du terrorisme à Gaza. C'était le cas pour le fonctionnaire de World Vision il y a une semaine. Ce fonctionnaire qui détournait à peu près 7,5 millions de dollars par année au profit du Hamas, eh bien, on a déjà eu des résultats concrets, Jim. Le résultat concret, c'est que l'Australie et le Royaume-Uni ont cessé leur participation financière dans World Vision. Pour Israël, c'est important. Et puis, ça met surtout la pression sur ces organisations. C'est-à-dire, d'abord, ça exige de ces organisations qu'elles gèrent et qu'elles contrôlent les fonds. Ensuite, ça exige de ces organisations qu'elles gèrent leurs employés palestiniens et qu'elles contrôlent ces activités et qu'elles fassent en fait de l'anti-espionnage et qu'elles aident en fait les Palestiniens qui veulent pas que cette aide soit détournée à Gaza, qui ont besoin de cet argent pour effectivement reconstruire les immeubles et l'infrastructure de la ville, et que ce soit pas détourné, et aider les Israéliens, bien entendu, en gardant tout simplement la neutralité. Ce sont des ONG et des organisations qui sont censées être neutres, donc de ne pas favoriser le Hamas, et on les met en demeure, on les place en Israël. La justice israélienne place ces organisations face à leurs responsabilités en émettant cette exigence. Ça augmente la pression sur les autres organisations. Ça oblige, je peux vous l'assurer, toutes les organisations, toutes les ONG et les organisations internationales présentes à Gaza de pratiquer des enquêtes et de vérifier le comportement et les activités de leurs employés. Et c'est excellent. C'est une chose, à mon avis, qui aurait dû être faite par Israël, Jim, depuis très longtemps, en fait. On suivra ça de très près, Stéphane, si d'autres affaires du type sortent ces prochaines semaines. On parle maintenant un peu de sport. On va revenir d'ici un court instant sur l'exploit de la judoka israélienne qui a décroché une première médaille pour la délégation israélienne.
c'était en fin de semaine dernière. Mais là, on va revenir, Stéphane, sur un match que tout le monde attend de cet après-midi. Alors, c'est Sasson contre El Shahabi, un Israélien contre un Égyptien. Alors Stéphane, il y a une grande polémique en Égypte. On peut même imaginer que ce match n'ait pas lieu cet après-midi? On pourrait l'imaginer, quoique à partir de ce que j'ai vu il y a quelques minutes encore sur les réseaux sociaux égyptiens avec mon arabe absolument pas parfait, surtout dans le dialecte égyptien, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait plutôt plus d'Égyptiens sur les réseaux sociaux qui étaient en faveur du déroulement de cette rencontre entre Islam El-Shahabi et Or Sasson en catégorie hyper lourd de judo. Ça va se passer, pour ceux que ça intéresse, entre 15h et 16h. On peut pas savoir, ça dépend de la durée des autres combats, des combats précédents. Mais ce qui est intéressant, c'est la violence des échanges en Égypte à propos de ce combat. Il y a ceux qui veulent interdire à Islam El-Shahabi d'apparaître face aux judokas israéliens. Il y a plusieurs raisons à cela. Ce qu'on retrouve fréquemment sur les réseaux sociaux, c'est l'explication que si Shahabi gagne, il va pas amener grand-chose à l'Égypte. Au contraire, s'il perd, s'il est défait par ce qu'on appelle, c'est pas très délicat en Égypte sur les réseaux sociaux, la créature sioniste. Donc le judoka israélien est une créature sioniste. Il y a l'ennemi, il y a le représentant de l'entité sioniste. C'est très intéressant. Eh bien, si d'aventure, et ça risque bien d'arriver, Shahabi perdait contre Sasson, parce que Shahabi est classé 25e mondial et Or Sasson 5e, donc il y a une sérieuse différence entre les deux judokas. Eh bien, en cas de défaite, ce serait une honte extraordinaire pour l'Égypte d'avoir perdu contre une créature sioniste. Mais le ministre égyptien de la jeunesse et des sports, monsieur Khaled Abdelaziz, a déclaré, c'est encourageant, ça va un petit peu dans le sens du renouvellement des bonnes relations au niveau étatique en tout cas et au niveau militaire entre Israël et l'Égypte. Eh bien, monsieur Abdelaziz a dit, on doit accepter aux Jeux Olympiques de se mesurer à chacun, nonobstant qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et ça, c'est très intéressant. À mon avis, il y a 70% de chances pour que cette rencontre ait lieu et 30% pour qu'elle n'ait pas lieu. C'est-à-dire tout simplement que le judoka égyptien n'apparaisse pas au moment du match. Ce à quoi on doit s'attendre, et Or Sasson s'y attend probablement, c'est qu'à la fin du match, il est fort possible que l'Égyptien ne serre pas la main de l'Israélien, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent dans leur rencontre sportive. Stéphane, une petite question technique, je suis pas sûr, mes connaissances en judo sont assez limitées, mais est-ce qu'on ne se salue pas plutôt en judo? Je pense pas qu'on se serre la main de toute façon, donc la question ne devrait peut-être même pas se poser, non? Alors, comme tous les Israéliens, je suis devenu, de cette semaine dernière, en spécialiste de judo. Moi qui avais dû voir un match de judo dans toute ma vie jusqu'à maintenant. On nous annonce également qu'on va devenir des spécialistes de planche à voile parce que c'est là où on a une chance d'avoir une deuxième médaille. Et donc, c'est un petit peu ces sports marginaux qui viennent à la surface parce que c'est là où les Israéliens, sont bons. Vous me répétez la question, Jim? C'était pas une question, je vous disais juste que je pense qu'au judo, on ne se serre pas la main, donc je pense qu'à moins que cette situation n'arrive pas. Non, on se serre la main. On se serre la main au judo. Après plusieurs heures de visionnage des rencontres de judo, je peux vous confirmer qu'on se serre la main. D'abord, on se salue avant le match à la japonaise, donc on baisse le chef. On refait cela, et c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est le vainqueur qui salue le vaincu après la rencontre. Et puis ensuite, les deux judokas s'approchent l'un de l'autre. Ils se serrent la main. Parfois, il y a également une accolade. Je pense pas qu'il faut s'attendre à une accolade de la part de ces deux judokas. C'est dommage parce que c'est dans l'esprit sportif. Mais cette semaine, on a eu aussi la grande joie israélienne, c'est-à-dire que vraiment tout le peuple était debout pour applaudir Yardena Gerbi dans la catégorie des jusqu'à 63 kilos, qui est arrivé en quart de finale et qui a obtenu une médaille de bronze, Jim. La première médaille de bronze pour Israël durant ces Jeux Olympiques, en battant Miko Tashiro, la japonaise, par 11 points, en Wazari et en Yuko.
et c'est vraiment la joie nationale. On n'imagine pas ce que le judo peut faire à une nation. On espère bien entendu plus de médailles, mais pour l'instant, c'est celle qu'on appuie juste avant sur le parcours de Yardena Gerbi. Mais j'ai revu ça dans toutes les rencontres qui opposent un judoka brésilien. C'est assez extraordinaire, c'est-à-dire que les juges n'infligent aucune pénalité. Jusqu'à maintenant, je crois qu'ils ont infligé une pénalité aux nombreux judokas brésiliens qui ont évidemment un avantage. Yardena Gerbi, pour ne parler que d'elle, mais également une judoka allemande qui avait rencontré la brésilienne de leur catégorie, avait nettement battu cette brésilienne, et pourtant les juges, sous la pression du public, du fait que les Jeux Olympiques ont lieu au Brésil, eh bien, ont accordé la victoire à la brésilienne. Donc Gerbi peut, malgré sa joie, être un petit peu déçue, parce qu'elle valait mieux que ça. Elle aurait pu vraisemblablement, sans cette bidouille de la part des juges, aspirer à une médaille d'argent ou une médaille d'or. Stéphane, on continuera à suivre de près la délégation israélienne. Et d'ailleurs, le journal des Jeux Olympiques, tous les matins, ici, dans le direct de Jérusalem. On suivra notamment le match de cet après-midi entre 15h et 16h, l'Israélien face à l'Égyptien. Et on suivra également, alors de très près, Stéphane, les épreuves de planche à voile. Oui, Stéphane, quelque chose à ajouter là-dessus encore ? Ouais, Jim, il y a quelque chose qui m'a ému aussi dans ces Jeux Olympiques. Il y a pas mal de choses qui sont de ce genre, émouvantes. Il y a un Français qui s'appelle Fabien Gillot, qui participait dimanche au 4 x 100 mètres nage libre par équipe, que d'ailleurs la France remporte d'habitude. Là, ils sont arrivés deuxième derrière les Américains avec le phénomène Michael Phelps. Eh bien, quand il est sorti de l'eau, on s'est aperçu qu'il avait un énorme tatouage sur l'avant-bras qui disait en hébreu « Ani klum biladechem ». Et pour ceux qui ne parlent pas notre langue, ça signifie je ne suis rien sans vous. Et je ne suis rien sans vous, Fabien Gillot, faisait référence à son grand-père, rescapé d'Auschwitz, donc israélite lui aussi, et il avait l'intention, en montant sur le podium, de montrer qu'il venait, que cette histoire, son passé, était également le lien. Ça a ému beaucoup de monde, et bien entendu, il y a aussi beaucoup de monde pour lesquels c'est passé totalement inaperçu. Nous, ça nous a interloqué quelque part. Stéphane, on va quitter un peu le sport et on va passer maintenant, si vous le voulez bien, au dernier sujet qui concerne la politique israélienne et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui est très présent ces dernières semaines, ces derniers mois sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook où il publie de manière assez récurrente des vidéos, qu'elles soient sous-titrées en français, en hébreu, en anglais ou même en arabe. Et cette fois, Benjamin Netanyahou a déclaré, attendez un instant, je cherche la citation, voilà, « Moi, Premier ministre d'Israël, je me soucie plus des Palestiniens que leurs propres dirigeants. Israël se soucie plus des Palestiniens que leurs propres dirigeants. » Cela semble incroyable, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est bien vrai. Voilà ce qu'a donc déclaré le Premier ministre israélien. Alors, Stéphane, c'est une question de communication politique ou, selon vous, Benjamin Netanyahou se soucie vraiment plus des Palestiniens que, par exemple, Mahmoud Abbas ? C'est une question difficile, délicate, Jim. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que Benjamin Netanyahou, son point fort, c'est la communication. C'est-à-dire que vous l'écoutez parler, que ce soit de la tribune de l'ONU ou à la télévision israélienne ou même lors d'un meeting, même si vous êtes souvent pas d'accord avec lui, ce que tout le monde sait est mon cas en particulier, eh bien, on a l'envie d'applaudir. C'est un orateur hors pair. C'est même très clairement l'un des meilleurs que nous connaissions. Alors, il utilise ce mode opératoire, ce mode de communication parce qu'il est bon. Et il a des problèmes à l'intérieur du pays. Il a deux sortes de problèmes. Il a des problèmes au sein de son parti du Likoud, avec plusieurs frondes qui tendent à le remplacer, disons-le assez simplement. Il a des problèmes avec l'opposition, il a des problèmes avec les autres composantes de sa coalition, notamment Bennett, notamment Lieberman. Donc il s'affirme. En politique, c'est important qu'on parle de vous. Donc quand il fait ses déclarations, on parle de lui et c'est de bonne guerre. Et puis il y a un autre grand leader mondial qui fait de même en même temps, c'est Barack Obama, qui a à peu près
la même fréquence d'antenne sur les télévisions américaines et mondiales, et il s'exprime. Il n'a plus que quelques mois à être président jusqu'à la fin de l'année, mais en fait les élections sont au mois de novembre. Il fait du Netanyahou. Les deux font le point sur un certain nombre de sujets et s'affrontent, notamment sur les Palestiniens, sur la politique israélienne dans les territoires. Donc la présence de Netanyahou est importante. Quand il dit qu'Israël s'occupe mieux que Mahmoud Abbas et que la direction de l'autorité palestinienne, de la population palestinienne, eh bien, il contre indirectement Barack Obama qui chaque semaine désormais critique la politique israélienne en Cisjordanie. Donc ça l'arrange sur plusieurs niveaux. Mais ce qu'il faut dire aussi, je ne sais pas si Monsieur Netanyahou est très préoccupé par le sort des Palestiniens, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans les territoires, notamment de Judée-Samarie, pour les Palestiniens, c'est quand même un peu la jungle. C'est-à-dire, il n'y a pas de programme clairement établi, il n'y a pas d'avancée. Ce que fait Mahmoud Abbas, c'est en fait de l'anti-politique. Il intervient dès qu'il le peut et partout où il le peut pour contrer Israël de deux manières. D'abord, la manière diplomatique dans toutes les instances possibles et imaginables, et également médiatique. Et j'en ajouterai même une troisième de ces instances, c'est l'instance judiciaire. Donc, voilà un peu la politique de Mahmoud Abbas, et c'est insuffisant. C'est insuffisant également du côté de Binyamin Netanyahou. Ce qu'on peut reprocher aux deux leaders, c'est de pas avoir de vision d'avenir. En homme politique, en homme d'État, est qualifié en cela qu'il a une vision d'avenir, un projet pour son peuple, un projet pour les gens dont il est responsable, les gens qui l'ont élu, en tout cas dans le cas de Binyamin Netanyahou. Eh bien, des deux côtés, mais particulièrement, il faut le dire quand même, du côté palestinien, les électeurs, les Palestiniens sont un petit peu abandonnés. Alors, pendant que Monsieur Abbas est en train de terminer la construction de son palais de plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est pas le cas, c'est pas le niveau de vie de beaucoup de ses compatriotes. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une gabegie assez extraordinaire avec un développement de cellules terroristes. Ce qu'il faut comprendre aussi dans le cadre de cette discussion, c'est que chaque nuit, les forces israéliennes interviennent en Cisjordanie pour arrêter des personnes recherchées. Et ces personnes, elles sont recherchées parce qu'elles ont des activités terroristes, ou elles préparent des activités terroristes, ou elles ont tué carrément. Ce sont des gens qui ont participé à des attentats. Cette nuit, Jim, eh bien, Tsahal et le Magav, le Magav, c'est la police des frontières, ont arrêté dans pas moins de 6 villes palestiniennes une douzaine de personnes recherchées. C'est chaque nuit, c'est la même chose. Donc, s'il y avait une activité plus soutenue, un projet politique de la part de Mahmoud Abbas, eh bien, il y a fort à parier que ces gens ne pourraient pas s'adonner à ces activités terroristes, et puis Israël aurait moins besoin d'intervenir, et puis également, et c'est le plus important, les Palestiniens évolueraient de manière régulière, de manière intelligente, vers leur émancipation politique, ce qui n'est pas le cas, d'où le bien fondé de la critique de Binyamin Netanyahou contre Mahmoud Abbas. C'était tout à fait légitime dans le cadre des activités politiques internationales que nous connaissons. Stéphane, il est déjà 8 heures passées de 19 minutes et 45 secondes. Pour une fois, nous sommes dans les temps. Le temps, tout de même, de vous dire au revoir, Stéphane, de vous dire merci et de vous dire aussi à la semaine prochaine. Hein. Oui, on vous souhaite à Bruxelles, à tous, un excellent week-end, un magnifique week-end d'été. Et on se retrouve, j'espère, pour de très bonnes informations la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Stéphane.